Qui étaient les plus grands ennemis de l'Empire qui a dominé le monde antique pendant des siècles? Qu'est-ce qui a poussé des guerriers grossiers, venus de terres inexplorées et disposant de peu de ressources, à semer la peur dans le cœur des soldats romains disciplinés? Imaginez-vous faire face à une armée entraînée et imbattable comme les Romains et en sortir victorieux. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce qui les a rendus si redoutés et mémorables dans l'histoire? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire des 8 guerriers barbares les plus redoutés de Rome. Des hommes qui ont défié la puissance d'un empire, qui ont créé des légendes grâce à leur courage, leur brutalité et leurs stratégies uniques. Et restez à l'écoute, car la dernière révélation sur le plus redouté d'entre eux sera la plus impressionnante. Les guerres menées par Rome ne se sont pas déroulées uniquement sur le champ de bataille. Ils se sont déroulés dans des forêts denses, des montagnes dangereuses et des terres étrangères remplies de défis. En dehors des frontières de l'Empire, il y avait des ennemis qui utilisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour résister à la force écrasante de Rome. Il leur manquait la discipline d'une légion romaine, mais ils compensaient cela avec du courage et un lien profond avec leur terre. La grandeur de Rome reposait sur 2 piliers, son organisation militaire et sa capacité à absorber les cultures et les peuples. Cependant, en dehors des frontières de l'Empire, il existait des terres que Rome ne pouvait contrôler. Ces terres abritaient de féroces guerriers qui ne s'inclinaient ni devant César ni devant le Sénat. Ils ne se battaient pas seulement pour des conquêtes, mais aussi pour leur survie, pour leur liberté et, souvent, pour se venger. Parmi les ennemis de Rome, certains se distinguèrent par leur leadership, leur force et leur stratégie. Ils étaient capables d'unir des tribus fragmentées, de créer des armées impressionnantes et de résister à la discipline et à la puissance de la légion romaine. Notre premier guerrier est Arminius, le chef qui connaissait Rome par cœur. Un homme né parmi les Chérusques, une tribu germanique, mais formée par les Romains. Arminius a utilisé les connaissances qu'il a acquises au sein de l'Empire pour se retourner contre lui. En l'an 9 après JC, il mena une embuscade dévastatrice dans la forêt de Teutoburge, où 3 légions romaines furent massacrées. L'impact de cette défaite fut si grand que Rome ne tenta plus jamais de s'étendre au-delà du Rhin. Arminius savait qu'il ne pouvait pas vaincre les Romains en plein champ. C'est pourquoi il a utilisé la forêt comme arme. Il créa des pièges, conduisit les Romains sur des terrains dangereux et détruisit leur formation. Rome le traitait de traître, mais pour son peuple, il était un libérateur, quelqu'un qui prouvait que le géant pouvait être renversé. Le prochain nom sur la liste des guerriers les plus redoutés de Rome n'est pas un barbare au sens traditionnel du terme, mais son histoire est si marquante qu'elle mérite d'être soulignée. Nous parlons de Spartacus, le gladiateur qui a mené l'une des révoltes les plus impressionnantes de l'histoire romaine. Spartacus n'était pas seulement un esclave, c'était un thrace, capturé et vendu pour combattre dans les arènes comme gladiateur. Il a été formé pour divertir le public romain avec du sang et de la violence, mais en lui se trouvait quelque chose de bien plus grand, un désir ardent de liberté. En 73 avant JC, Spartacus et un petit groupe de gladiateurs se révoltèrent dans une école de gladiateurs à Capoue. Avec peu d'armes et de ressources, ils s'enfuirent vers le Vésuve et commencèrent à attirer d'autres esclaves fugitifs. Ce qui a commencé comme une fuite désespérée s'est rapidement transformé en une guerre contre Rome. Spartacus s'est avéré être plus qu'un gladiateur habile. Il était un brillant stratège. Il organisa une armée composée de milliers d'esclaves, de paysans et de gladiateurs, créant un mouvement qui ébranla les fondements du pouvoir romain. Pendant 2 ans, cette armée improvisée a vaincu les légions romaines envoyées pour les capturer, utilisant des tactiques inattendues et une connaissance du terrain. Mais Spartacus savait que son combat ne se limitait pas à vaincre des légions. Il s'agissait d'envoyer un message. Chaque bataille était une déclaration selon laquelle les opprimés pouvaient se soulever contre leurs oppresseurs et que Rome n'était pas invincible. L'un des moments les plus marquants de cette révolte fut lorsque Spartacus et ses partisans affrontèrent l'armée du consul Crassus.
Bien qu'en infériorité numérique et dépourvu des ressources de Rome, Spartacus dirigea ses hommes avec une détermination farouche. Il savait que le prix de la défaite serait élevé, mais il savait aussi que la lutte pour la liberté valait tous les sacrifices. Cependant, la supériorité militaire de Rome l'emporta. En 71, avant JC, Spartacus fut vaincu lors d'une bataille finale. Il s'est battu jusqu'au bout, mais son corps n'a jamais été retrouvé, alimentant les légendes sur sa véritable mort. Après sa défaite, Rome a crucifié plus de 6000 de ses partisans le long de la voie appienne pour avertir tous ceux qui osaient se révolter à nouveau. Malgré cela, Spartacus est devenu un symbole de résistance et de courage. Pour Rome, il était un ennemi dangereux, mais pour les esclaves et les opprimés, il était un héros. Leur révolte a prouvé que, même dans un monde gouverné par un empire apparemment invincible, il y avait de la place pour l'espoir et la lutte pour la liberté. Passons maintenant aux terres de Gaule, où l'un des plus grands dirigeants barbares s'est élevé pour défier la puissance de Rome. Son nom était Vercingétorix, le chef des tribus gauloises qui unifièrent un peuple divisé pour faire face à Jules César, le général romain le plus renommé de l'époque. La Gaule, qui correspond à la France actuelle et à certaines parties des pays voisins, était une région de tribus indépendantes, souvent en conflit les unes avec les autres. Lorsque Jules César commença sa campagne pour conquérir la Gaule, il rencontra initialement peu de résistance. Mais cela a changé lorsque Vercingétorix est devenu le chef, unissant les tribus dans une alliance qui mettrait Rome à l'épreuve. Vercingétorix était plus qu'un guerrier habile. C'était un brillant stratège. Il se rendit compte qu'affronter les Romains en plein champ était un suicide. Au lieu de cela, il a adopté des tactiques de guérilla, attaquant les lignes de ravitaillement et utilisant sa vaste connaissance du terrain. Il savait que la force de César résidait dans sa discipline militaire et sa capacité à mener de longues campagnes. C'est pourquoi il fit tout ce qu'il pouvait pour épuiser l'armée romaine. L'un des moments les plus emblématiques de cette résistance s'est produit dans la ville fortifiée de Gergovie. Vercingétorix réussit à repousser une attaque romaine, infligeant à César une défaite humiliante, ce qui arrivait rarement. Cette victoire unifia encore davantage les tribus gauloises, alimentant l'espoir que la Gaule pourrait rester libre. Cependant, la véritable bataille entre Vercingétorix et César eut lieu à Alésia, une forteresse entourée de collines et de vallées. César, déterminé à détruire la résistance gauloise, entoura la forteresse d'ouvrages d'ingénierie impressionnants. Une double ligne de fortifications qui isolait complètement les défenseurs de toute aide extérieure. Bien que désavantagé, Vercingétorix organisa une défense acharnée, en attendant les renforts des tribus gauloises voisines. Lorsque ces renforts arrivèrent enfin, Alésia devint le théâtre de l'une des batailles les plus intenses de l'histoire. Vercingétorix mena des attaques coordonnées depuis l'intérieur de la forteresse, tandis que les tribus gauloises attaquèrent les Romains depuis l'extérieur. César montra, cependant, pourquoi il était considéré comme l'un des plus grands généraux de l'histoire. Lui et ses soldats résistèrent à toutes les attaques, utilisant leurs fortifications et leur discipline pour vaincre les attaques gauloises. Finalement, un manque de coordination entre les renforts gaulois entraîne la défaite de Vercingétorix. Confronté à la fin et n'ayant pas le choix, il prend une décision qui scellera sa légende. Il se rend à César en échange de la promesse d'épargner son peuple. Scène de sa capitulation est l'une des plus dramatiques de l'histoire romaine. Vercingétorix, vêtu de son armure, monte à cheval et entre dans le camp romain, où il s'agenouille devant César, remettant son épée. Vercingétorix fut emmené à Rome comme prisonnier et exposé au triomphe de César, une célébration de ses victoires en Gaule. Des années plus tard, il fut exécuté, mais son nom resta un symbole de résistance et de courage. Tandis que Vercingétorix unissait les tribus pour lutter contre Rome, notre prochain guerrier menait une nation entière dans une bataille pour sa survie. S'il y a un nom qui résonne dans les annales de l'histoire comme l'un des plus grands ennemis de Rome, c'est bien Hannibal Barca. Le général carthaginois, fils d'Hamilcar Barca, fut l'homme qui défia le pouvoir romain comme aucun autre ne le pouvait.
portant la guerre au cœur de l'Empire et laissant des cicatrices que Rome n'oublierait jamais. Carthage, située en Afrique du Nord, était l'une des plus grandes rivales de Rome. Après la première guerre punique, dans laquelle Rome sortit victorieuse, la haine entre les deux puissances s'accentua encore davantage. Hannibal a hérité de son père non seulement les compétences d'un brillant stratège, mais aussi un profond désir de vengeance contre Rome. En 218 avant JC, Hannibal déclencha la Seconde Guerre punique avec l'une des campagnes militaires les plus audacieuses de l'histoire. Il mena son armée, y compris des éléphants de guerre, à travers les Alpes, un exploit qui semblait impossible. Imaginez la scène. Une armée carthaginoise marchant en rang à travers des montagnes enneigées, confrontée à un terrain dangereux, aux attaques des tribus locales et à des températures glaciales, le tout pour surprendre Rome dans sa propre maison. Ce plan a fonctionné. Les Romains ne s'attendaient pas à ce qu'Hannibal attaque depuis le nord. Il arriva sur la péninsule italienne avec une armée petite mais très déterminée et commença rapidement à remporter des victoires écrasantes contre les armées romaines. La plus célèbre de ces victoires a eu lieu lors de la bataille de Cannes en 216 avant JC. Hannibal a utilisé des tactiques de siège pour encercler complètement l'armée romaine, infligeant l'une des plus grandes défaites de l'histoire de Rome. Plus de 50 000 soldats romains sont morts ou ont été capturés en un seul jour. Un coup dévastateur qui a ébranlé la confiance romaine. Pendant plus d'une décennie, Hannibal resta en Italie, battant les armées romaines bataille après bataille. Il était un maître de la guerre psychologique, utilisant la surprise, l'intelligence et la connaissance du terrain pour maîtriser un ennemi qui était plus nombreux que lui et disposait de ressources. Rome, dans sa tentative désespérée de le vaincre, dut adopter une nouvelle stratégie. Éviter le combat direct, épuiser l'armée d'Hannibal avec des attaques indirectes et prolonger la guerre. Mais la victoire finale de Rome fut remportée par Publius Cornelius Scipion, dit Scipion l'Africain. Il porta la guerre à Carthage, forçant Hannibal à quitter l'Italie pour défendre sa patrie. En 202 avant JC, à la bataille de Zama, Scipion bat Hannibal, marquant la fin de la Seconde Guerre punique. Hannibal a survécu à la défaite et a passé le reste de sa vie en exil, mais il n'a jamais cessé d'être une figure redoutée et respectée. Son nom est devenu synonyme de ruse et de courage, un exemple de la façon dont l'intellect peut être aussi puissant que la force brute. Bien qu'il ait finalement perdu, son impact a été si profond que Rome a adapté ses stratégies militaires en fonction des leçons tirées de sa confrontation. Hannibal représente l'idée que même le plus grand empire peut être défié lorsqu'il est confronté à quelqu'un au courage, à l'intelligence et à la détermination inébranlable. Son histoire nous rappelle que les guerriers les plus redoutés ne sont pas seulement ceux qui ont la plus grande force, mais aussi ceux qui ont le plus grand esprit. En terminant cette histoire, nous avons vu comment des personnages comme Arminius, Spartacus, Vercingétorix et Hannibal sont devenus des légendes en défiant Rome. Chacun d'eux a montré, à sa manière, que le courage et la stratégie peuvent marquer l'histoire à jamais. Et la question qui reste est la suivante. Qu'apprenons-nous de ces histoires? Peut-être que les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, quels qu'ils soient, pourront être surmontés lorsque nous aurons la force de lutter pour ce en quoi nous croyons.